des sphères du droit international pour retourner à d'autres sphères, celle du droit constitutionnel, avec donc vous, Madame Bonnechauffe, vous allez nous présenter les pratiques parlementaires ou la coopération par le droit non écrit. Je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. En tant que membre du comité d'organisation, j'aimerais remercier mes collègues du comité scientifique d'avoir retenu ma proposition de contribution. Et j'adresse également un grand merci à Laurence Salé, qui n'est malheureusement pas ici, mais qui nous a beaucoup aidés tout au long de l'organisation de ce colloque. Et sans elle, rien n'aurait été possible. Alphonse Allais disait à propos des cocus, un entier qui partage sa moitié avec un tiers. J'observe, pour ma part, que la différence entre un cocu et un parlementaire, c'est que le premier n'est pas obligé d'assister aux séances. J'emprunte cette comparaison très peu délicate, j'en conviens, au député André Santini. Cette comparaison a le mérite de traduire le ressenti des députés et sénateurs qui ne font pas partie de la majorité parlementaire et qui se voient pourtant contraints d'observer la défaite de leurs projets et de leurs ambitions face à une majorité de parlementaires soutenant sans faille le gouvernement. Cette citation d'accroche correspond d'ailleurs assez bien avec l'idée qu'on se fait de la vie parlementaire. Une bataille sans merci, à coups de mots rageurs prononcés dans l'hémicycle ou en dehors, accompagnée d'interruptions des débats, d'obstructions parlementaires, et j'en passe. Pour un colloque dont le thème est la coopération, j'en conviens, l'entrée en matière est étonnante. La coopération, la définition que j'en retiens ici pour ma part, c'est celle du dictionnaire Larousse, qui dit que c'est l'action de participer à une œuvre commune. Le Parlement dénote alors à cet égard une position ambivalente vis-à-vis de la coopération. En effet, le Parlement, c'est d'abord le lieu où l'on parlemente, où plusieurs clans, aux idées et projets opposés, se voient contraints de débattre en vue de parvenir à un accord entre la majorité d'entre eux. C'est un lieu de conflit et d'opposition par essence. Et en même temps, il n'en demeure pas moins que les chambres sont le siège d'une coopération qui peut prendre plusieurs formes et qui peut réunir alternativement plusieurs types d'acteurs. En nous fondant sur l'article 24 de la Constitution, on peut d'abord affirmer que le Parlement est lieu d'une coopération manifeste, évidente, pour voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Coopération avec une communauté d'objectifs et d'opinions politiques entre la majorité parlementaire et le gouvernement, mais également une coopération formelle entre tous les parlementaires et le gouvernement, puisqu'ils acceptent et observent de concert les mêmes règles formelles encadrant les débats. À côté de ces coopérations d'une nature doublement constitutionnelle, sur leur finalité et par leurs moyens également, on trouve également une coopération informelle et non textuelle réunissant le gouvernement et l'ensemble des parlementaires. Cette coopération informelle n'est inscrite dans aucun texte, de quelque nature qu'il soit, et bien souvent, elle vise même à détourner le sens des règles écrites, voire même à inventer d'autres procédures en dehors de ces règles écrites. C'est bien alors sur cette forme de coopération si particulière que notre propos se concentrera aujourd'hui. La première particularité de cette coopération entre le Parlement et le gouvernement réside dans sa forme. Elle repose en effet sur les pratiques parlementaires. On entendra par ce terme une règle non écrite qui se déploie au sein du Parlement et qui prescrit un comportement. Elle n'est pas considérée comme obligatoire, mais son caractère incitatif ainsi que sa légitimité sont cependant reconnus par ses destinataires qui l'appliquent systématiquement sans qu'une sanction ne s'abatte pour autant sur les contrevenants. Si certains juristes dénient encore la nature juridique à ces règles, j'en suis pour ma part convaincue. Cette conviction s'appuie sur deux éléments principaux, notamment le caractère non obligatoire de la sanction en tant que règle de droit pour définir une règle de droit, et d'autre part sur l'existence de règles de droit incitatives. C'est un sujet passionnant sur lequel je ne peux ici malheureusement pas m'étendre. La seconde particularité revêtue par cette coopération informelle repose ensuite sur les finalités poursuivies. Cette seconde particularité est d'ailleurs liée à la première. En effet, historiquement, c'est bien avec la Ve République que les pratiques parlementaires ont connu un regain d'activité et d'intérêt en France. Dans un Parlement dont le fonctionnement est, depuis 1958, contrôlé par la Constitution et par le Conseil constitutionnel, le recours au droit non écrit va devenir le seul moyen pour adoucir le joug du parlementarisme rationalisé. Voilà donc quel va être le but global de cette coopération informelle qui se joue tous les jours au sein des chambres parlementaires. Pour vous parler de cette coopération, j'ai sélectionné les pratiques les plus aisées à aborder dans un temps qui est relativement restreint et devant un public qui n'est pas nécessairement aussi passionné que moi par la procédure parlementaire. Nous verrons donc dans un premier temps que cette coopération informelle vise d'abord à multiplier et à élargir les temps d'échange ou d'expression entre les deux pouvoirs, puis enfin nous verrons dans un second temps que d'autres pratiques visent, elles, plus globalement à adoucir les règles et donc le joug du parlementarisme rationalisé. Première finalité de la coopération informelle au sein du Parlement entre les pouvoirs, c'est donc l'élargissement des possibilités d'expression des parlementaires. Cette coopération informelle, elle s'exprime de deux manières différentes.
par deux pans différents. Tout d'abord, les parlementaires et le gouvernement vont détourner, vont modifier les règles écrites. Et enfin, nous verrons dans une sous-partie finalement, comment les parlementaires et le gouvernement créent en dehors des textes de nouveaux mécanismes d'expression et d'échange. Tout d'abord, pour illustrer la modification et le détournement de certaines normes écrites par les pratiques parlementaires, on va voir l'exemple de la procédure du rappel au règlement. Un rappel au règlement, c'est une procédure qui permet à un parlementaire de prendre la parole à n'importe quel moment lors d'une séance publique afin d'attirer l'attention de ses collègues sur une violation d'une disposition réglementaire, législative ou constitutionnelle qui encadre le déroulement des débats. Cette procédure, elle est encadrée très strictement puisque l'article 36 du règlement du Sénat et l'article 58 du règlement de l'Assemblée nationale disposent que les rappels au règlement doivent durer entre 2 minutes et 2 minutes et demie, et que les orateurs, dans leur rappel au règlement, doivent expressément faire référence à la disposition dont ils réclament la sanction pour la violation. Si l'orateur ne respecte pas ces deux règles, la règle du temps et la règle de la mention d'une disposition du règlement, la parole doit lui être retirée par le président de séance. Pourtant, ces règles claires sont loin d'être appliquées dans les chambres. En effet, les parlementaires, sous prétexte d'effectuer un rappel au règlement, prennent ainsi souvent la parole pendant plus de 2 minutes 30 et interpellent le pouvoir exécutif sur sa politique ou sur un événement d'actualité. Cependant, les présidents de séance n'appliquent jamais les règles du règlement et laissent systématiquement les orateurs finir leurs propos. Si ce détournement est symptomatique d'une coopération entre le gouvernement et le Parlement, c'est bien que les membres du gouvernement eux-mêmes coopèrent avec les parlementaires puisqu'ils répondent aux invectives des parlementaires et donc participent à la violation du règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat. Cet exemple est loin d'être le seul. On a aussi d'autres détournements systématiques, d'autres dispositions du règlement. Par exemple, l'article 57 du règlement de l'Assemblée nationale dispose que la discussion générale sur un projet ou une proposition de loi doit être clôturée lorsque 2 orateurs d'avis contraires se sont exprimés. En pratique, le président de séance ne clôture jamais la discussion générale à ce moment-là et il attend et il donne la parole aux autres orateurs qui la demandent et la discussion générale ne prend fin que quand il n'y a plus d'orateurs pour demander la parole. L'article 100 du règlement national est aussi systématiquement bafoué. L'article 100 du règlement de l'Assemblée nationale dispose, lui, que lors d'une discussion sur les amendements, seuls peuvent s'exprimer un des auteurs de l'amendement, un des membres du gouvernement, un des membres de chaque commission saisie et enfin un orateur d'opinion contraire. Systématiquement, les présidents de séance vont redonner la parole à un second orateur d'avis contraire pour rétablir une égalité dans le débat. Encore une fois, le gouvernement accepte ce détournement puisqu'il ne s'y oppose pas alors qu'il pourrait s'y opposer et que le président devrait donc s'exécuter. Au-delà de ces pratiques qui ne font que corriger les dispositions écrites, on va voir donc maintenant la coopération entre le gouvernement et les membres du Parlement pour créer, en dehors des textes, des temps d'expression qui ne sont jamais écrits ou disposés dans aucun texte. Cette coopération plus active, donc, elle va donner lieu à la création de temps d'échange qui sont parfois même très médiatisés au sein des chambres. Le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, informa ainsi les députés le 5 avril 1989 qu'une séance de questions un peu particulière allait être créée dès le lendemain, suite à un accord informel avec le gouvernement. Il s'agira donc, dès le lendemain, de mettre un ministre face aux questions des parlementaires, des questions qui ne seraient pas connues à l'avance et vis-à-vis desquelles les parlementaires auraient un droit de réplique. Et cette séance de questions serait dénommée « question crible », puisqu'il s'agissait de passer au crible un ministre. Cette création demeura purement non écrite, et ainsi chaque semaine, on vit des séances de questions cribles s'improviser de façon informelle entre les ministres volontaires et les parlementaires. Elle n'a jamais été mentionnée dans aucun texte. Elle a été progressivement abandonnée en 1995 par manque de temps, tout simplement, dans les chambres, mais le Sénat récupéra ce mécanisme en 2008, mais il l'intégra directement dans son règlement intérieur. À côté de cet exemple assez particulier, il y a l'exemple beaucoup plus médiatique et beaucoup plus connu de la seconde séance de questions au gouvernement. Cette pratique a une particularité, c'est qu'elle a été proposée par le président de la République lui-même. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui, dans son message aux chambres du 30 mai 1974, proposa que l'Assemblée nationale aménage son règlement de façon à ce que soit organisée une seconde séance de questions au gouvernement le mercredi après-midi. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà une séance de questions au gouvernement qui avait lieu le vendredi après-midi. Et l'article 48 de la Constitution disposait alors qu'il n'y avait qu'une séance de questions par semaine au sein de l'Assemblée nationale. Donc, il était hors de question de modifier le règlement de l'Assemblée nationale,
qui ne seraient pas affirmées conformes à la Constitution. Et le président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, décida de créer cette seconde séance de questions de façon informelle, sans qu'elle ne soit disposée ni dans le règlement, ni dans aucun texte. À partir de cette date, donc, on eut la situation assez étrange pour la Ve République, tous les mercredis après-midi, dans une séance retransmise en direct à la télévision, où les citoyens pouvaient assister à une violation hebdomadaire de l'article 48 de la Constitution. Ce statu quo demeura intact pendant de longues années, puisque c'est seulement avec la révision constitutionnelle du 4 août 1995 que l'article 48 fut modifié. Et maintenant, l'article 48, je ne sais pas si vous savez, dispose qu'une semaine compte au moins une séance de questions entre le Parlement et le gouvernement. Donc on a vu dans une première partie que ces pratiques parlementaires servent tout d'abord à étendre, à élargir les possibilités d'expression et d'échange entre ces deux pouvoirs. Notre seconde partie visera, elle, plus globalement à voir les pratiques parlementaires qui visent à assouplir, à faciliter les relations entre les pouvoirs en corrigeant fortement les dispositifs du parlementarisme rationalisé. On va suivre le même schéma que pour la première partie. On verra tout d'abord que certaines pratiques parlementaires viennent corriger, viennent détourner à la marge des normes écrites, avant de voir dans une seconde sous-partie qu'il y a création en dehors des normes écrites. Disposition charnière du dispositif de rationalisation du Parlement, l'article 40 de la Constitution dispose que les parlementaires ne peuvent formuler de propositions de loi ou d'amendements qui diminuent les ressources publiques ou qui créent ou aggravent une dépense publique. Le Conseil constitutionnel a précisé cette règle dans sa décision numéro 78-94 DC, en indiquant que les propositions de loi ou amendements qui violeraient l'article 40 de la Constitution ne pouvaient ni être imprimés, ni distribués, ni rendus publics. Et donc en aucun cas on ne pouvait tenir un débat en séance publique sur ces amendements ou sur ces propositions de loi. Malgré cette précision fort claire, le Sénat, encore aujourd'hui, imprime et diffuse tous les amendements et toutes les propositions de loi, même s'ils ont pour effet manifeste de violer l'article 40 de la Constitution. Ce qui donne des situations assez cocasses, puisque on se retrouve avec des débats au fond sur des amendements ou des propositions de loi qui violent manifestement l'article 40 de la Constitution, et ceci avec l'accord du gouvernement, puisque le gouvernement pourrait soulever tout de suite une incompatibilité inconstitutionnelle. Le gouvernement est d'accord pour laisser le débat au fond se faire, et au terme du débat au fond, quand tous les orateurs ont pu défendre les amendements ou les propositions de loi, soulever enfin cette incompatibilité. On verra donc tout de suite, dans une seconde sous-partie, la création hors des textes de mécanismes qui viennent piétiner le parlementarisme rationalisé. Devant les conseillers d'État en août 1958, Michel Debré avait annoncé son intention de mettre fin, je cite, au vote des absents. Fruit de cette volonté, l'article 27 de la Constitution dispose que le droit de vote des parlementaires est personnel et que les délégations de vote sont limitées. Les articles 62 du règlement de l'Assemblée nationale et 63 du règlement du Sénat précisent ainsi que les parlementaires ne peuvent recevoir qu'une seule délégation de vote et qu'elles ne peuvent être accordées que pour des cas très particuliers et exceptionnels, décès, maladies, accidents, etc. Malgré cet encadrement, le vote de groupe n'a jamais cessé d'être appliqué quotidiennement au sein des chambres, et ce depuis 1959. Donc c'est vous dire l'efficacité de cette disposition 27 de la Constitution. À l'Assemblée nationale, où l'on vote par voie électronique, donc chaque pupitre dispose d'un boîtier qu'on déverrouille à l'aide d'une clé, ensuite se trouvent 3 boutons pour, contre ou abstention. Donc à l'Assemblée nationale, les députés ont très vite pris l'habitude de laisser la clé sur leur boîtier, et donc on avait droit à chaque séance, à chaque vote, au vote des serruriers, c'est-à-dire 2 ou 3 députés présents pour chaque groupe politique qui parcouraient les allées en tournant les clés et en appuyant sur les boutons correspondants. Les présidents de séance savaient pertinemment qu'il fallait laisser 20 minutes pour que le vote puisse se faire. Au Sénat, un vote de groupe identique, mais d'une façon différente, puisqu'au Sénat, on vote toujours par bulletin. Et donc, au Sénat, on a coutume de désigner 1 ou 2 volontaires dans le groupe politique qui sera présent ce jour-là et qui déposera dans l'urne, devant l'œil absolument volontaire du président de séance, la pile de bulletins qui correspondra au nombre de membres du groupe politique. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'ailleurs de dire que cette pratique du vote de groupe n'était pas contraire à l'article 27 de la Constitution tant que la sincérité du scrutin était avérée. C'est-à-dire tant qu'on n'avait pas fait voter contre leurs opinions certains membres des groupes politiques. Devant cette acceptation, le Sénat continue encore aujourd'hui son vote des groupes,
À l'inverse, il a fallu que l'Assemblée nationale toute seule, sous l'impulsion de son président Philippe Séguin en 1993, mette fin elle-même à cette pratique. Et c'est Philippe Séguin qui, devant un impératif évident de transparence et d'honnêteté, annonça à ses collègues que dès le lendemain, je crois, le temps de vote serait réduit à 5 secondes et donc que, de facto, il n'y avait plus le temps pour faire voter les absents. Pour conclure, nous allons revenir sur une violation totale de l'article 40 de la Constitution par une dernière pratique, la réserve parlementaire. Assez connue, normalement, et assez médiatisée, puisqu'il y a eu beaucoup d'articles, même de journaux généralistes, sur le sujet. La réserve parlementaire, elle violait de façon évidente l'article 40 de la Constitution dont on a parlé il y a quelques minutes. L'article 40 de la Constitution qui dit que les députés et les sénateurs n'ont pas le droit d'avoir une partie de l'initiative financière. Pendant de longues années, le gouvernement, pour remédier à ceci, a cependant mis en place, avec la collaboration des parlementaires, la pratique de la réserve parlementaire. Le mécanisme est assez simple. Chaque année, les parlementaires présentaient leurs vœux au gouvernement, c'est-à-dire en demandant telle somme d'argent pour telle association de leur circonscription, telle somme d'argent pour telle commune, etc. Le gouvernement intégrait ces vœux dans la loi de finances, et c'est ainsi que les crédits étaient accordés aux parlementaires. Donc l'initiative venait des parlementaires et donc traduite à l'intérieur de la loi de finances par le gouvernement. Il y a eu beaucoup de critiques sur cette pratique de la réserve parlementaire, surtout parce que c'était très opaque. Aucun texte ne pouvait la prévoir, puisque c'était évidemment inconstitutionnel. Donc c'était très opaque. On a eu notamment des subventions accordées au club d'équitation de l'épouse d'un député, des choses comme ça, qui, on va dire, énervaient un petit peu les citoyens, et notamment les associations. Donc c'est la loi organique de septembre 2017, la loi pour la confiance de la vie publique, qui disposait, dans un article, je cite, qu'il est mis fin à la pratique de la réserve parlementaire. Outre le fait que certains parlementaires se soient offusqués de la fin de cette pratique, puisque ça, selon eux, mettait fin à certaines associations qui avaient besoin de cet argent pour vivre, ou à certaines communes qui avaient besoin d'argent, c'est surtout la pertinence de mettre fin à une pratique par une loi. Il faut savoir que si le gouvernement avait voulu mettre fin à la pratique parlementaire de la réserve, il fallait tout simplement refuser d'inclure dans la loi de finances les vœux des députés et des sénateurs. D'autre part, même avec cette disposition de la loi organique, il suffit que le prochain gouvernement réaccepte d'intégrer les vœux des parlementaires à l'intérieur de la finance et l'article de la loi organique n'aura eu aucun effet. Au terme de ce bref exposé, on voit donc qu'il y a bel et bien une coopération entre le gouvernement et le Parlement, une coopération discrète, en dehors des textes et parfois même en violation des principes fondateurs de la Ve République. La devise de ces relations particulières entre les pouvoirs semble alors être « pour bien coopérer, coopérons cachés » à l'égard du droit écrit, à la faveur de ces pratiques parlementaires, véritables ovnis de notre tradition juridique romaine. Je vous remercie de votre attention et je demande instamment à mes collègues de me pardonner mes 5 minutes de retard. Merci beaucoup.